Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter pour la dernière fois cette année les éphémérides du mois de décembre. Et comme c'est la dernière de l'année, eh bien, jetons quand même un petit coup d'œil dans le rétroviseur, un petit bilan de cette année qui décidément a été vraiment bizarre et plutôt triste pour les humains, mais triste aussi récemment pour une de leurs belles réalisations. Je veux parler du radiotélescope d'Arecibo, un outil vraiment extraordinaire qui a servi aux astronomes depuis son inauguration en 1963, qui a permis notamment de déterminer la période de rotation de la planète Mercure, qui n'était pas de 88 jours comme on le pensait, mais jusque-là, jusqu'en 1964, mais bien de 59 jours. Il a permis aussi d'imager des astéroïdes au moyen d'images radar, ce qui n'était pas possible avec des télescopes optiques. Il a permis aussi à un astronome polonais en 1990 de découvrir les premières exoplanètes un peu particulières puisqu'elles étaient en orbite autour d'un pulsar. Et donc ce radiotélescope, eh bien, il s'est, vous le savez, vous avez peut-être vu les images, effondré de manière cataclysmique dans un bruit d'enfer il y a quelques jours. Et ça donne des images absolument tristes mais incroyables. Et donc on savait le radiotélescope condamné déjà depuis un mois, puisque ce qui s'est passé, c'est que la structure était devenue extrêmement fragile. Elle était constituée d'une immense antenne parabolique de 300 mètres de diamètre logée dans une cavité naturelle à Porto Rico, le tout surmonté eh bien, d'une plateforme instrumentale de euh, 900 tonnes suspendue à 3 tours à l'aide de câbles, et ce sont ces câbles qui se sont révélés plus fragiles que prévu et qui ont lâché. Deux câbles avaient lâché au mois de novembre, et là, eh bien, un troisième, puis un quatrième évidemment, a entraîné la chute définitive de cette plateforme. Le radiotélescope était condamné, on pensait le démonter proprement, et là, eh bien, c'est la gravité qui s'en est chargée d'une manière vraiment brutale, et laissant seul son concurrent chinois, qui était déjà le plus grand radiotélescope du monde, il mesure 500 mètres de diamètre, c'est le radiotélescope FAST. Faste comme l'année 2020 pour les spectacles célestes, voyons les choses du bon côté. Nous avons dans le ciel quand même eu droit à de très beaux spectacles, dont cet été bien, la comète C 2020 F3 Neowise, qui nous a accompagnés pendant une bonne partie du mois de juillet, puisqu'elle était au périhélie le 3 juillet. Et elle a été découverte seulement quelques mois auparavant, au mois de mars. Et finalement, ça a été la plus belle comète de ces 10 dernières années, puisqu'elle a été visible à l'œil nu, dans un bon ciel et sans aucun problème avec des jumelles et au moyen d'appareils photo. La voilà encore, la comète telle qu'elle se présentait dans le ciel. Ça, c'était dans le ciel belge, au-dessus d'Ivoire. Elle se couche au cours de nuit au-dessus des ruines du château de Poilvache. Un beau spectacle aussi, plus récent, puisqu'il c'était au mois d'octobre, le 13 octobre, la belle opposition périhélique de la planète Mars, malgré une météo un peu capricieuse, eh bien, le spectacle était au rendez-vous, à l'œil nu, la planète brillait comme un phare, et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un bon ciel et pas trop de turbulences, eh bien, ça a permis de faire quelques jolies images ou quelques jolies observations. Et le mois de décembre qui vient n'est pas en reste, il va aussi nous réserver de très très beaux spectacles. Ce sont les planètes qui seront notamment les actrices de ces spectacles, d'un beau spectacle le 21, nous allons en reparler, mais passons-les d'abord en revue avec la moins spectaculaire, puisque carrément inobservable, de toutes, c'est Mercure. Elle sera en conjonction supérieure le 20, c'est-à-dire qu'elle sera derrière le Soleil pour nous, et donc, bah, clairement, ça empêche toute possibilité de l'observer durant ce mois de décembre.
Mars, nous en parlions, eh bien, après l'opposition, évidemment, elle continue inexorablement à s'éloigner de nous. Elle était à 62 millions de kilomètres de nous au moment de l'opposition. Le mois dernier, elle était à 80 millions de kilomètres de nous. Et la voilà maintenant à 102 millions de kilomètres. Et malgré ça, eh bien, elle reste encore très brillante à 40 degrés au-dessus de l'horizon sud-est, à la fin du crépuscule astronomique. Sa magnitude actuelle est de moins 1,4, donc encore bien brillante, et elle ne sera plus que de 0,4 le 31. Et puis après la Noël, son diamètre apparent va diminuer drastiquement. Il ne sera plus que de 10 degrés, que de 10 secondes, pardon, d'arc, ce qui veut dire que même avec des instruments puissants, ça va commencer vraiment à être compliqué de distinguer des détails, des gros détails, des détails fins en tout cas sur sa surface. La période favorable à l'observation aux instruments se termine clairement. Vénus, là aussi, les conditions d'observation se dégradent un peu. Pourquoi? Parce que son élongation solaire, c'est-à-dire sa séparation apparente du Soleil, diminue. Et donc dans le ciel du matin, eh bien, elle ne se lèvera plus qu'une heure et demie avant le soleil le 31. Et donc on la verra parce qu'elle est très brillante, mais ce sera dans un ciel de plus en plus lumineux, de plus en plus baigné par les premières lueurs du jour, et très bas de surcroît au-dessus de l'horizon, puisque ce sera à peine à peine 10 degrés au-dessus de l'horizon est-sud-est. Elle est dans la balance pour l'instant, et puis elle visitera le Scorpion la constellation du Scorpion à partir du 17, et enfin vous la retrouverez dans Ophiuchus à partir du 21. Saturne, parlons-en, elle sera de plus en plus proche de Jupiter, vous le savez, c'est dans le Capricorne. Elle est 10 fois moins brillante que cette dernière, sa magnitude est de 0,6. Elle est assez basse sur l'horizon, elle est visible 10 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest, une heure après le coucher du soleil. Et quand on parle ce mois-ci de Saturne, on ne peut pas ne pas parler de Jupiter, l'une n'ira pas sans l'autre. Entre Capricorne et Sagittaire, eh bien, Jupiter se couche pour l'instant 3h15 après le Soleil actuellement et 3 heures à la fin du mois. Elle est toujours très très brillante, de magnitude -2, et elle est bien visible, elle aussi au sud-sud-ouest, au-dessus de l'horizon sud-sud-ouest, à partir de moins d'une heure après le coucher du Soleil, en raison de ça forte lumière. Et puis, on en reparlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Elle sera en conjonction vraiment remarquable, très serrée avec Saturne le 21. Le traditionnel calendrier lunaire qui nous montre que nous serons en nouvelle lune le 14 décembre et la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, sera le 30 décembre. Comme d'habitude aussi, le tableau qui relate l'élévation de la Lune au-dessus de l'horizon en fonction du mois, de l'évolution du déroulement du mois lunaire. Et donc pour regarder ce qui nous concerne à 50 degrés de latitude nord, eh bien, il faut regarder entre les courbes orange, la courbe orange 45 degrés et la courbe qui est juste en dessous pointillée à 55 degrés. Les autres phénomènes à noter ce mois, le 10 et le 11 avant l'aube pour les lève-tôt, enfin pas si tôt que ça finalement puisque les nuits sont longues maintenant, c'est à 7 heures du matin, ici la simulation que vous voyez, c'est un croissant de lune descendante et l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge, j'ai nommé Spica, l'étoile alpha de la Vierge. En dessous de la Vierge, eh bien, il y a la Balance, et là on retrouve la Lune, cette fois avec Vénus, le 12 et le 13 avant l'aube. Ça c'est le 12. Vous voyez que la Lune est passée de l'autre côté de Vénus, plus bas sur l'horizon, le lendemain matin, le 13, toujours vers 7 heures du matin. Un phénomène marquant de l'année, récurrent, c'est un des plus beaux essaims de météores de l'année. Je veux parler des Géminides évidemment. Les Géminides, comme le nom Géminide l'indique, eh bien, le radiant, c'est-à-dire l'origine apparente des bolides, se trouve dans la constellation des Gémeaux, non loin de l'étoile Castor.
Et les Géminides, comme tous les essaims de météores, eh bien, est associé à un corps parent, c'est-à-dire un objet qui a laissé dans son sillage qui a des déchets, des petits grains de poussière, des petits cailloux. Ici, c'est un corps parent un peu particulier puisqu'il s'agit d'un astéroïde en fait, dont on pense qu'il constitue le noyau d'une ancienne comète. C'est l'astéroïde 3200 Phaethon. C'est un astéroïde géocroiseur donc, dont l'orbite croise de très près celle de la Terre. Il a été découvert en 1983. Il n'est pas très grand, il mesure 5 km, mais il est classé comme potentiellement dangereux. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un danger immédiat, mais il pourrait s'approcher de la Terre à une distance qui est de seulement 8 fois la distance Terre-Lune, donc c'est assez proche. Euh, c'est donc probablement un ancien noyau de comète et les météores qui en résultent sont assez lents. Ils rentrent dans les hautes couches de l'atmosphère avec une vitesse de 35 km/h. Mais malgré cette lenteur, eh bien, ces météores peuvent laisser des traces qui persistent dans le ciel pendant plusieurs secondes. Donc c'est très spectaculaire et ce qui l'est aussi, c'est le taux horaire important, le taux horaire moyen de 120 à 160 météores par heure. Alors c'est la période d'activité, on peut voir des Géminides évidemment avant et après le pic de la nuit du 13 au 14, puisque la période d'activité s'étend du 7 au 17 décembre. Et ce qui est vraiment remarquable cette année, c'est que les conditions sont excellentes, puisque le 14, c'est la nouvelle lune. Donc si la météo est dégagée, on va pouvoir certainement observer des Géminides. Et je ne peux pas terminer le sujet des Géminides sans refaire encore un petit clin d'œil à l'observatoire, au radiotélescope d'Arecibo, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a permis de réaliser des images radar d'astéroïdes. Ce sont des corps qui sont très très difficiles à observer avec des télescopes optiques, parce que ce sont en général des corps qui sont très peu lumineux, des objets très faibles en lumière et en plus en taille. Et bien en 2017, le radiotélescope d'Arecibo a permis de faire une image quand même pas mal résolue de la tête que tire l'astéroïde 3200 Phaethon, à l'origine des Géminides donc. Autre conjonction jolie à regarder, c'est le fin croissant de jeune lune le 17 et le 16 et le 17 au soir, qui va tenir compagnie au couple de plus en plus serré Saturne et Jupiter, puisque ces deux dernières ne seront plus séparées à ce moment-là que par un demi-degré d'arc. Et puisque nous parlons de Saturne et de Jupiter, eh bien le voilà, le spectacle qu'on attend tous avec impatience, un des plus beaux spectacles de cette année, si pas le plus beau spectacle de cette année, en tout cas très spectaculaire, c'est la conjonction extrêmement serrée entre Saturne et Jupiter, qui ne seront séparés que par un dixième de degré le 21 au soir. On voit l'évolution de la distance apparente entre les deux planètes au cours des semaines, et on voit qu'elles n'ont eu de cesse de se rapprocher depuis le début du mois d'octobre où elles étaient séparées de 7 degrés, et puis le début du mois de décembre où elles étaient séparées de 2 degrés. Actuellement, eh bien, c'est un bon degré, ce sera un demi-degré à la moitié du mois, et le 21, eh bien, ce sera un dixième de degré. C'est une conjonction spectaculaire mais aussi rare. Les conjonctions entre les deux planètes ne sont pas rares mais aussi serrées, elles le sont, puisque ça ne s'était plus produit depuis le 17 juillet 1663 et il faudra attendre le 15 mars 2080 pour retrouver une conjonction aussi forte entre les deux planètes. Alors Jupiter se trouve à 890 millions de kilomètres de nous et Saturne à 1,6 milliard de kilomètres. Et l'image que vous avez ici offre une perspective intéressante. Ça vous montre la configuration en fait du système solaire au moment de la conjonction. On voit que Jupiter, dans sa course autour du Soleil, eh bien, dépasse Saturne à la corde. Et donc, elles sont vraiment quasiment alignées, vues de la Terre. On voit que Mars aussi
aussi est quasiment, elle, en quadrature, bien détachée de ce spectacle, est toujours bien visible dans le ciel. La distance apparente du Soleil entre Saturne et Jupiter, non, de Saturne et Jupiter, pardon, par rapport au Soleil, eh bien, est de plus de 30 degrés, ce qui nous laisse 2 bonnes heures pour observer le spectacle. Alors, à l'œil nu, d'un point de vue observationnel, ça va donner ceci, c'est-à-dire qu'elles vont quasiment se confondre. Et si on commence à observer aux jumelles et même au télescope, ça va devenir vraiment très intéressant, puisque même dans le champ d'un télescope de 1 mètre de focale, en grossissant une centaine de fois, eh bien, les deux planètes seront logées dans le même champ, et les planètes, mais aussi leur lune, ce sera vraiment très très intéressant à voir, un cortège un bal entre les lunes de Jupiter et de Saturne. Alors malgré effectivement une grosse différence de taille et de luminosité entre les deux planètes, puisque Saturne brille d'une magnitude de 0,6, c'est-à-dire 10 fois moins que Jupiter qui brille d'une magnitude moins 2, et le diamètre apparent de Jupiter est de 33 secondes d'arc, et c'est à peu près la moitié pour Jupiter, c'est de 15 secondes d'arc sans les anneaux. Alors si on grossit, ça va donner ça plus ou moins dans le champ d'un télescope. Par exemple, eh bien, on voit évidemment les lunes galiléennes de Jupiter, et probablement qu'on pourra au moins voir la lune Titan, la plus grosse lune de Saturne. Euh, il faut toutefois apporter un petit bémol, c'est que l'élévation de ce spectacle par rapport à l'horizon ne sera pas très grand, ce sera une dizaine de degrés, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à des images très turbulentes, très peu résolues, des images fort affectées par ce qu'on appelle le seeing, c'est-à-dire la turbulence atmosphérique due à l'épaisseur de la couche d'atmosphère que la lumière doit traverser quand ça se situe aussi bas sur l'horizon, et puis aussi au fait que à cette heure-là, probablement que si la journée, le temps est dégagé, eh bien on peut s'attendre à des cellules de convection d'air chaud qui vont remonter du sol et qui vont encore augmenter la turbulence. Donc on pourra voir certainement les deux planètes et leur lune, mais probablement pas énormément de détails. Attendons en tout cas avec impatience ce spectacle. Le 21 décembre, c'est aussi le moment du solstice d'hiver, à 10h02 temps universel pour être tout à fait précis. C'est donc le début de l'hiver dans l'hémisphère nord, et c'est aussi le moment de l'année où le Soleil atteint sa plus forte déclinaison au sud de l'équateur céleste, et donc c'est à ce moment-là qu'il est le moins haut dans le ciel de midi dans l'hémisphère nord. Un autre essaim de météores, moins important que les Géminides, mais tout de même bien présent, et surtout bien haut dans le ciel, ce sont les Ursides. Comme son nom l'indique, eh bien, le radiant de cet essaim de météores se trouve dans la Petite Ourse, tout près de l'étoile Kochab de la Petite Ourse. C'est un essaim actif en fait du 17 au 26 décembre, et qui offre quand même un taux horaire moyen de 10 à 50 météores par heure. Assez lent aussi, un peu comme les Géminides, de 33 km par seconde de vitesse de rentrée atmosphérique. Et cette année, eh bien, c'est le premier quartier de lune, donc la lune se couche en première partie de nuit, laissant une bonne partie de la nuit dégagée pour observer cet essaim de météores dont le corps parent est une comète, la comète 8P Tuttle, d'une période de 13,6 années, et qui est passée au périhélie pour la dernière fois en janvier 2008. Et donc, comme c'est près comme ça se trouve dans la Petite Ourse, eh bien, le radiant est circumpolaire, c'est-à-dire qu'on peut les observer toute la nuit. Et puis le 23, notons cette belle conjonction entre la Lune et Mars dans les Poissons, elles seront séparées par 5,1 degrés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, et je suis impatient de vous retrouver en janvier.